Alors maintenant, je voulais donner la parole au groupe SOS, et notamment bien comprendre la raison d'être, y compris dans un cadre, je veux dire, à la fois d'entreprise sociale et responsable. Comment est venu, bien avant La République En Marche et sa fondation, comment est venue cette vocation et ce mouvement que tu as créé autour du groupe SOS? J'ai lu Michel Albert, mais un peu avant, j'avais lu autre chose de plus simple qui s'appelait Le Capital. Et donc l'idée de créer une entreprise sans capital, donc pour aller vite, le groupe SOS a la particularité d'être une association à son sommet. Pour aller vite, la holding est associative. Il n'empêche que nous gérons 60 ou 70 sociétés commerciales qui appartiennent aux associations et donc dans un dispositif pas si éloigné des fondations actionnaires dont on parle. En toute illégalité depuis très longtemps, puisqu'évidemment, jusqu'à ce que le Code civil soit modifié, nous gérions des entreprises commerciales dont l'objectif était de récupérer des gens éloignés de l'emploi, de les former et de les ramener vers un emploi. Ce qui, objectivement, n'était pas, et donc en prenant des décisions à peu près journalières, qui auraient pu s'apparenter à des fautes de gestion s'il y avait eu un pépin dans les 36 ans de gestion, puisque recruter des gens dont on n'a pas vraiment besoin dans l'objectif de les aider, c'était pas tout à fait un objet d'une entreprise commerciale. Donc, premier sujet, nous avons effectivement le droit a suivi, et tant mieux, parce que ça permettait aujourd'hui d'assumer ce type de fonctionnement. Ensuite, l'économie sociale et solidaire. Je m'y suis fait beaucoup d'amis il y a 20 ans en expliquant que les statuts ne faisaient pas la vertu. Et que j'avais, comme fonctionnaire, contrôlé des associations de malfaiteurs, des coopératives d'imbéciles et des mutuelles dans lesquelles les frais de gestion faisaient 2 fois les dividendes des actionnaires des grandes compagnies d'assurance. Et que donc, ça n'était pas un sujet de statut, mais plutôt un sujet de pratique et de mesure d'impact. Pardon, nous avons rapproché, avec Benoît Hamon, l'économie sociale de l'économie réelle. C'était le premier pas avec la loi Hamon qui permettait à des structures non statutaires d'être reconnues d'utilité sociale avec un agrément qui est l'agrément ESUS. Et évidemment, la deuxième partie majeure, c'était de faire l'autre bout du chemin et d'aller chercher le monde de l'entreprise classique pour lui permettre de se rapprocher de l'intérêt général avec ce qui a été fait avec la loi Pacte. Et je n'ai jamais cru qu'il y ait 2 économies. Je pense qu'il y a une seule économie et que la contamination croisée dont parlait Stanislas, c'est que chacun bénéficie de ce que l'autre fait mieux. Et on a observé avec le temps à la fois d'abord des clients qui étaient de plus en plus exigeants sur l'impact social et environnemental, puis des salariés, et c'est un sujet qui sans doute sera mieux développé par notre ami DRH, des salariés qui refusaient dans... Merci camarade. Oui. On est mort, mais ouais. Merci. Vous êtes formidable. Et donc l'idée que des entreprises puissent avoir un autre objectif que la maximisation des résultats, et donc ce que permet objectivement la loi Pacte, avec une approche qui était juste mesure de l'impact, et j'allais dire mesure des impacts sociaux, économiques et environnementaux. Et à partir de là, restent 2 sujets majeurs. Comment on mesure l'impact ? On a vu récemment des entreprises qui annonçaient rejoindre la communauté des entreprises à mission, compte tenu du fait qu'elles s'étaient fait prendre la main dans le sac sur des exploitations un peu particulières de la prise en charge des personnes âgées. Il ne faut évidemment pas, et Olivier Grégoire s'est clairement exprimé sur le sujet, que le statut, là aussi, masque des pratiques qui ne seraient pas acceptables. Donc nous avons à inventer des dispositifs. Moi, je suis absolument persuadé que le processus va fonctionner. Hier, les clients, après les salariés, depuis quelque temps, des actionnaires, et on a vu apparaître d'abord les fonds d'éviction qui refusaient d'investir dans les armes, le tabac, etc. Encore que je ne vois pas le problème avec le tabac, comme vous pouvez le constater. Je t'expliquerai.
mais aussi des entreprises qui considéraient qu'elles ne pouvaient pas bénéficier de tel ou tel fonds d'investissement, et ça pour le coup notre ami nous en parlera beaucoup mieux, ça fait très longtemps qu'on en parle ensemble, si elles n'étaient pas capables de démontrer que l'impact n'était pas uniquement économique. Donc je pense que il n'y a plus le choix. Moi, je suis libéral, libertaire et solidaire. Je n'aime pas les règles, je n'aime pas l'obligation de faire. Je pense qu'il faut donner envie. Un patron a envie d'amener cette entreprise sur ce chemin-là, tout simplement parce qu'elle sera plus profitable, plus pérenne et moins risquée. Prendre des risques avec des pratiques très douteuses sur le plan environnemental, social ou fiscal, c'est faire prendre des risques à son entreprise. Il ne s'agit pas de gagner le paradis des patrons de gauche, il s'agit juste de ne pas perdre 2 milliards en bourse parce qu'un livre a été écrit ou qu'une émission de télé vient de paraître. Donc c'est plus un choix. Je pense que vraiment le mouvement est engagé. Et par ailleurs, ce qu'on avait voulu démontrer avec la maison SOS, mais il y a 38 ans, c'est qu'on pouvait créer avec d'autres formes juridiques, ce qui est le cas d'SOS qui, de ce point de vue-là, ressemble assez bien aux fondations actionnaires dont tu parles. On pourrait rajouter Velux, avec qui nous travaillons pas mal. C'est l'idée que quand l'actionnaire est patient, bienveillant et présent en cas de difficulté, ça permet à l'entreprise de se développer très bien. Et le groupe SOS, c'est aujourd'hui un peu plus d'1,4 milliard de chiffre d'affaires et plus d'1 milliard de valorisation. Donc c'est une licorne qui n'a pas d'actionnaire, qui se développe, qui fait x2 tous les 4 ans, ce qui n'est pas si mal en termes de développement, et qui est centré sur l'intérêt général, et donc, comme le décrivait notre ami Bonnel, l'innovation qui correspond à un besoin social, et pas l'innovation qui correspond, et pas l'idée simplement d'inventer un produit et d'essayer de le vendre, mais repérer un besoin et y apporter une réponse. Donc c'est un mode parmi tant d'autres, mais c'est un mode qui, me semble-t-il, est le mode vertueux et qui, très objectivement, pourrait être un modèle de capitalisme européen très différent de ce qu'on connaît, comme on disait, de mon temps à l'Est et à l'Ouest. Merci beaucoup.